Pour connaître les chemins vite vite. Bonjour les amis, là on va arriver au musée, au sanctuaire à Bogbo. Je vais vous demander de partager le live un maximum. Est-ce que quelqu'un peut partager à Femme Bleue pour qu'elle sache que la visite a commencé? Donc on va commencer la visite. Partagez le live et tapotez-le au maximum. Alors malheureusement, ce sanctuaire n'est ouvert dorénavant que les premiers jeudis du mois de septembre parce que les gens ne viennent plus le visiter. Donc il est rarement ouvert. Aujourd'hui, grâce à mon ami Daloulou, à sa persévérance chez qui j'ai dormi, aujourd'hui nous avons l'occasion d'aller voir ce musée. Donc je vais tourner la caméra tout de suite pour que vous voyez déjà où est-ce qu'on va. Voilà. Donc, je vais vous demander de partager un maximum le live, les amis. Partagez un maximum. Nous sommes en train de rentrer dans le sanctuaire du peuple à Bogbo. Donc, partagez. Nous allons faire la visite ensemble afin que vous puissiez voilà, connaître cette histoire. Donc partagez un maximum, tapotez, partagez pour pouvoir stabiliser le live. C'est une occasion que nous n'allons pas vivre tous les jours. Mais on peut aller jusque là-bas, on peut garer la voiture. Je vais l'appeler. Ah. Donc voilà, nous n'allons pas le vivre tous les jours. Donc là, Daloulou est en train d'appeler le roi pour lui dire que nous sommes arrivés au musée. Donc voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai de les lire et de pouvoir peut-être les poser. Donc vous avez vu qu'il est vraiment laissé en délabrement parce que les gens ne viennent plus le visiter. Le peuple évé est en train de perdre son histoire parce qu'on ne se donne plus la peine de venir écouter son histoire. Donc voilà les amis, c'est juste magique. Je suis en train de vivre un moment unique. Je suis tellement fière, je suis tellement contente d'être là. J'ai pas de mots pour vous dire exactement ce que je ressens. Voilà, donc je vous montre un peu, voilà. Donc je vous laisse le temps de lire. Partagez, tapotez le live les amis. Il faut le tapoter vraiment parce que il faut le sécuriser. Tapotez le live. Donc voilà où nous sommes. Tapotez un maximum le live, s'il vous plaît. Tapotez, faites des j'aime, les amis, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Faites des j'aime pour qu'on puisse partager le live. Partagez-le et tapotez-le pour qu'on puisse le... Voilà. Là, on est au sanctuaire. Voilà. On appelle ça le sanctuaire du peuple à Bogbo. Donc, on est là aujourd'hui pour la visite. Ce sanctuaire est fermé en règle générale. Il est ouvert de façon exceptionnelle et on va essayer de connaître son histoire, savoir d'où vient le peuple évé, comment vous êtes arrivé là, pourquoi le mur de Notse. Oui, je suis au Togo, je suis à Notse les amis. Je suis à Notse. Tapotez le live. Il faut qu'on dépasse les 100 000 j'aime. Tapotez juste le live. Ça va le sécuriser, s'il vous plaît. Moi, c'est tout ce que je vous demande en échange et moi, je vous fais visiter ce sanctuaire. Nous allons découvrir ensemble le Togo. Moi aussi, je découvre et je suis tellement émue. Bonjour, Jacques. Je suis tellement émue de pouvoir partager tout ça avec vous, de partager mon Afrique, cette Afrique que j'aime et son histoire. Donc, on ne va rien inventer, hein. Comme j'ai dit, la transmission se fait de façon orale et voilà. Donc, on est au sanctuaire à Bogbo.
Donc voilà, il y a un petit panneau ici. Donc je vous laisse le temps de lire pour ceux qui n'ont pas réussi à lire. Donc je vais retourner la caméra tout à l'heure. Comme ça, vous allez faire la visite avec moi. Merci, merci à vous. Donc, je suis tellement émue, je suis tellement contente et c'est magique. Alors, comme vous pouvez le voir, malheureusement, les gens ne viennent plus visiter cet endroit. Donc, il est ouvert que le premier jeudi du mois de septembre pour des cérémonies. Autrement, les gens ne viennent plus parler de son histoire. Donc, vous ne venez plus écouter l'histoire du peuple Abogbo. Et vous avez vu, il est vraiment en délabrement. J'espère qu'après ce live, ça donnera envie aux gens de venir de nouveau visiter ce sanctuaire, qu'on puisse l'entretenir et que les gens puissent continuer à raconter l'histoire du peuple Ewe et du peuple africain. Bonjour, bonjour. Parce que le peuple Ewe, on les trouve un peu partout en Afrique, au Ghana. Merci, merci Hop, merci beaucoup, merci pour vos cadeaux. Oui, j'ai bien dormi. J'ai dormi chez mon amie Daloulou. Alors, c'est grâce à elle que tout ça est possible. Elle s'est donné beaucoup de mal. J'ai mis une vidéo à propos d'elle. Allez voir les vidéos sur ma page. Daloulou, je l'ai rencontrée au bord de la route hier quand je demandais un renseignement. Et elle s'est battue pour que jusqu'à ce que j'arrive chez le roi. Oui, parce que quand je lui ai dit ce que je voulais, elle m'a amené chez sa tante, qui m'a amené chez son oncle, qui nous a envoyé lui-même chez le roi. Et après tout ça, elle m'a invité à dormir chez elle. Vraiment un grand merci à Daloulou. Je l'appelle ma Lucky Luke du ménage. Oui, Daloulou, elle aime trop faire le ménage. Donc voilà. Donc j'espère qu'après cette vidéo, comme dit, vous aurez envie de venir visiter. Il faut que vous reveniez visiter ces endroits pour que l'histoire continue à être transmise, pour pouvoir générer l'argent nécessaire pour entretenir. Parce qu'un sanctuaire, ça s'entretient, les amis. Et si vous arrêtez de venir le visiter, vous arrêtez de venir écouter l'histoire, l'histoire va disparaître. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Alors, est-ce que je peux vous filmer? Bonjour. Bonjour. Parce que là, on a beaucoup de monde qui sont venus pour visiter le musée avec nous, le sanctuaire avec nous. Donc, je suis avec le roi, donc je vais lui demander juste la permission d'abord avant. C'est lui qui va nous faire la visite. Donc, c'est lui qui va nous parler du sanctuaire. Et à la fin, vous allez me prendre un peu 2 secondes. D'accord. Parce que traditionnellement, ça ne se fait pas comme ça. Ok. C'est ici le sanctuaire même. C'est ici le vaudou à Bobo même. Ok. Alors là, ils ne vous voient pas, mais ils vont pouvoir vous entendre tout simplement. Donc vous n'allez pas pouvoir le voir, parce que traditionnellement, ça ne se fait pas. Mais je vais approcher mon téléphone pour que vous puissiez entendre les explications qu'ils nous donnent. C'est bon? Ok. C'est ici les premiers jeudis de chaque mois de septembre, de chaque année. C'est ici on vient pour faire des rituels. Alors, vous faites des rituels de quoi? On fait des rituels à ce vaudou-là. Ok. On fait des offrandes. Il y a certains qui viennent pour faire des promesses, pour trouver de la prospérité et de leur activité. Il y a certains qui veulent se marier. Il y a certaines qui veulent d'enfants, qui sont déjà des mariés, mais qui ne trouvent pas des enfants. Et si fasse cette promesse-là, et que ça tienne, l'année prochaine, ils viennent payer. Ok. On donne des moutons, on donne des bœufs. Alors, ils payent à qui? Aux ancêtres? Aux ancêtres. Ok. Il y a des prêtres traditionnels qui sont là, qui gèrent les vaudous qui sont dedans là. Quand vous venez, vous faites des promesses. Peut-être que tu as un problème d'enfant, tu arrives, tu demandes à ce qu'on te fasse la libation, on te fasse la prière. Et pour que l'année prochaine, tu amènes un bébé. Et si l'année prochaine, vraiment, tu as eu la chance d'avoir ce bébé ou bien d'avoir la grossesse avant ce premier jeudi du mois, tu viens avec la grossesse ou bien l'enfant, accompagné de tous les promesses que tu vas faire au cours de la libation, au cours de la prière. Tant de choses, hein. Tu as tes activités qui se bloquent, à qui tu ne trouves plus d'évolution, tu peux venir le faire. Et c'est traditionnel. si on ne trouve pas satisfaction,
on ne vient pas payer. Donc c'est vraiment une promesse qu'on a faite à l'ancêtre qui vous donne. Voilà. Oui. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens qui n'ont pas pu nous écouter malheureusement hier, mais qui sont là aujourd'hui nombreux. J'aimerais vous demander, alors vous êtes le descendant de quel roi? Je vous l'avais dit hier, je suis le descendant du roi Komédia. Le roi qui était au moment où les Occidentaux arrivaient en Afrique, spécialement au Togo. C'est en ce temps-là. Et qui lui-même est le descendant de quel roi? Qui? Alors, qui a créé la ville de Notse? La ville de Notse est créée par le vieux Mouin. Le vieux Mouin. Oui. Alors, hier, vous nous avez... Le vieux Mouin a eu un enfant appelé Koli. Après, l'enfant Koli aussi a donné naissance à un fils qu'on appelle maintenant Agokoli. Agokoli. On a composé les deux noms. Donc c'est lui le roi Agokoli. Oui, c'est lui le roi Agokoli. Alors, vous nous avez expliqué que vous venez de l'Égypte. Oui. Donc, vous êtes descendu de l'Égypte et qu'on trouve le peuple évé à travers toute l'Afrique. Presque. Okay. Presque. Donc, pendant l'exode entre l'Afrique et Notse, donc entre l'Égypte et Notse, il y a eu beaucoup de gens qui se sont arrêtés en route. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve... chaque année ici. Alors, chaque année. Chaque année, ils reviennent ici parce que Notse reste la terre-mère. Le premier samedi qui suit le premier jeudi de chaque décembre, de chaque septembre, ce premier samedi-là, qui suit le premier jeudi. Donc le premier jeudi, c'est pour les rituels. Pour les rituels. Ok. Et les adeptes, ceux qui sont toujours, ils font partie toujours de la tradition, ils viennent. Mais pour tous ceux qui ont changé leur croyance, ne suivent plus les grands-papas, ils arrivent toujours, mais pour faire des visites de courtoisie, se visiter, se collaborer, se connaître. Tu viens d'où? Moi, je viens d'ici. C'est une grande fête qu'on célèbre au niveau de la place de l'Indépendance. Tu peux aussi passer la visiter avant de partir. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, bon, pour ceux qui n'ont plus les croyances, qui ne gardent plus, qui ont fait d'autres croyances, notamment les catholiques, les musulmans, aujourd'hui, on a, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous devrions arrêter ces croyances parce que sinon, nous ne retrouvons pas notre... Nous perdons toujours. Oui. Donc, comment vous vivez avec ces autres personnes qui ont ces autres croyances? Est-ce qu'ils ont toujours leur place dans la communauté? Non, ils ont leur place. Ils ont leur place. On ne les embête pas. Surtout, c'est eux plutôt qui nous voient comme des démons. Ils nous voient toujours comme des descendants d'Agokoli parce qu'ils ont toujours l'idée que la culture, notre tradition, c'est méchant. Ça fait que de tuer, non. Ça ne tue pas seulement. Ça protège aussi. Ça protège. Ça a côté positif. Très positif même. Très positif. Okay. Aujourd'hui, même les Blancs aussi, ils tuent. Oui, aujourd'hui, effectivement, même ils tuent. Depuis toujours, ils le faisaient. Avec les bombes, tout ce qu'ils créent maintenant là. Ils tuent plus que nous les Africains, plus que nous, nos cultures. Mais bizarrement, on ne le regarde pas. On voit seulement le côté méchant de ce que nous nous adorons. Et c'est ce qui est mauvais. Très triste. Effectivement. Très triste. Alors, j'aimerais vous demander... Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je t'avais parlé hier de la muraille. Oui. Alors, ça, c'est la muraille. Ce que vous voyez, elle est couverte là. Tu as vu là. Voilà. Ça fait 15 km de pourtour. Donc, c'est ce qu'Agokoli avait créé dans son temps là. Et pour protéger sa population. Alors, il l'a protégé. Alors, 3 mètres de large et 5 mètres d'autre part, de hauteur. 7 mètres de hauteur. Okay. Avec des argiles comme ça là. C'est fait avec... Ils ont fait avec la main. C'est 15 km qui a été créé avec la main. Donc, on va vous montrer l'épaisseur du mur. Donc, c'est ce mur qui a été créé par le roi Agokoli. Le premier jeudi, quand vous arrivez ici, il y a plus de 2000 personnes. Hein. On fait des appartements, il y a des gens qui rentrent sous les arbres là, avec les chaises, avec des différentes danses traditionnelles.
Alors ça, c'est les vestiges encore du mur qui fait 3 mètres de largeur et qui faisait 5 mètres de hauteur. Voilà. Donc là, vous avez, voilà, vous avez le mur de Notse. Donc je vais essayer de m'approcher un peu pour que vous puissiez voir l'épaisseur de ce mur qui faisait le tour de cette ville entièrement. Pour protéger. Alors, à l'époque qu'il a été construit, c'était avant l'arrivée des Blancs, c'est ça? Oui, l'épaisseur faisait 3 mètres de ceci là. Ok. Donc, voilà. Il faut imaginer un mur qui a une épaisseur de 3 mètres. C'est grand. Hein? C'est grand, avec effectivement. une hauteur de 5-7 mètres. C'est grand, effectivement. Donc, le but premier de ce mur, c'était de protéger la population. La population qui était à l'intérieur. Oui, okay. À l'intérieur. Alors, on les protégeait contre quoi? Contre les mauvais qui venaient attaquer. Parce qu'ils se faisaient la guerre. La guerre. Dans le temps, il y avait la guerre. Ça, c'est avant l'arrivée des Blancs. Contre les empires, les royaumes contre les royaumes. C'est avant les Blancs. C'est avant les Blancs. Ils faisaient toujours la guerre pour s'accaparer de votre propriété, de vos enfants, vos bœufs, tous vos biens matériels, comme physiques. Et alors, beaucoup de gens se posent la question, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande polémique pour parler du fait... C'est la muraille, ça. Tout ça, c'est la muraille qui fait... La muraille qui continue comme ça. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre ça là et ici. Ça fait le pourtour jusqu'à 5 km. Donc, ça fait le tour jusque là. Oui. C'est l'intérieur de la ville. Donc, tant qu'on était à l'intérieur, on était en sécurité. On était en sécurité. Et après ça, il y avait encore une petite clôture à l'intérieur, toujours, pour le roi même et sa famille. C'est notable. C'était deux murailles qu'il avait créées. Mais l'autre était à l'intérieur. Et ça là, c'est pour toute la population. Ça, c'est comme, on peut le dire, comme la présidence. Okay. Avec sa famille, avec ses collaborateurs. Mais ça là, c'est pour la grande population de Notse dans le temps. Ils faisaient la culture, leur champ là-dedans. Tout. Alors, comment les Blancs sont arrivés jusqu'à Notse? Bon, ils sont arrivés à Notse, ce qu'on nous a appris dans le temps, il y avait un roi qui était au niveau de la mer, de l'océan, vers Lomé. Il s'appelait dans le temps le Rome Lapa. Il est dans les zones de la population en Neho, en Necho. Quand les Blancs étaient arrivés, il faut un contrat avant de rentrer. C'est lui qui est à côté et ils l'ont trouvé. Après leur négociation, ils lui ont donné quelques trucs bizarres. Il a accepté qu'ils viennent rester avec eux. Et il a signé ce traité-là. Ce qui a fait qu'ils ont eu l'autorisation de rentrer dans le territoire, de faire comme... Avant, ils avaient l'idée qu'ils vont ils allaient nous aider, quoi. L'idée même, c'était ça. Qu'ils sont là pour nous aider à nous reconstruire. Mais plutôt, c'est nous détruire. Hein. C'est ce qu'on a remarqué après. Ok. Alors, du coup, je sais que dans l'histoire, on parle beaucoup de certains rois qui ont vendu la population. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ils avaient vendu la population. Ils avaient vendu certains braves, certains méchants aussi, certains qui étaient têtus. C'est eux qui vendaient. Mais la population n'a pas été vendue. La population a été protégée grâce au mur. Grâce au mur et grâce à l'arrivée des Occidentaux. Il y avait certains blancs qui étaient là, vers Ghana, les Anglais. Ils venaient de Ghana. Les Français qui arrivaient du Bénin pour partager ce pays, le Togo là. Et ils avaient fait la guerre entre eux-mêmes, sans nous. Ils avaient commencé la guerre depuis Lomé vers le nord. Quand ils se poursuivaient,
jusqu'à Noirtier, ils avaient proposé de se rencontrer, faire une grande guerre, combat, un grand combat ici. À l'arrivée, il y avait des ancêtres qui étaient là. Ils voyaient déjà le lendemain. Ils avaient su que c'est comme ça. Ces étrangers-là vont livrer un combat, une bataille à Noirtier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas si je peux te rappeler. On préparait quelque chose à Noirtier qu'on appelle aiglé, avec du maïs. Le boule. Le boule de maïs qu'on appelle aiglé. Quand il passait, il y avait certains vieux qui ont préparé ce vieux-là traditionnellement, avec des paroles. Et à leur arrivée, on les a accueillis avec ça. Prenez manger, prenez manger. Vous avez faim, non? Ils ont dit oui, prenez manger d'abord, prenez de l'eau, prenez de la boisson. Après, vous avez mangé et prenez de la boisson. Ils ont reporté leur bataille d'ici, sur l'autre côté, derrière même la population de Noirtier. Arrivé là-bas, tu peux aussi voir ce qu'ils ont créé là-bas. Hein. C'était vraiment très méchant. C'était très méchant. Ils se sont entretués. Il y avait même des fils du pays qui ont trouvé la mort. Mais le combat n'a pas eu lieu à Noirtier comme il avait prévu. Parce que le roi Gokoli n'aime pas la guerre. Et il avait cette possibilité aussi de le reporter même jusqu'à 1000 km. C'est ce qui a été fait. Alors, c'est ça, on a encore produit la même chose. Voilà, on est toujours le mur, donc vous voyez le mur qui va longer vraiment toute la ville. Le projet qui a fait ça. Voilà. Alors, les amis, le but... Je vais voir comment l'herbe... Alors, comme je vous ai dit, ce musée malheureusement est resté à l'abandon parce que les gens ne le visitent plus. Il ne peut pas être entretenu parce que les gens ne le visitent plus. Alors, vous avez vu... ça a été fait à une époque, je mets le tableau ici, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus le visiter parce que... voilà. Ça, c'est le mur qui a été construit avec de la terre, hein? Donc 3 mètres d'épaisseur pour protéger toute la ville de Noche. Donc ce mur... La hauteur, voilà. Alors... Must, je pense que tu as une question. Oui, j'ai une question. La légende dit que c'est avec le sang humain que le mur a été construit. Ce n'est pas avec de l'eau, mais avec le sang humain. Est-ce vrai? Oui, ça a été dit. D'autre part, on peut dire... Oui, il écoute. Il va répondre à la question. On peut dire oui, d'autre part, on peut dire non. Parce que dans ce temps-là, les autochtones, ils n'étaient pas encore arrivés. Donc la population n'utilisait pas dans le temps-là les bouteilles. C'est eux qui l'ont amené en Afrique. Les bouteilles? Oui. Mais qu'est-ce qu'on avait appris? On avait appris que dans le temps, voilà les tessons que le roi Gokoli mettait dans les boues pour que les gens les piétinent et ils trouvaient des morts. En même temps, ça les emportait. L'épaisseur, là, l'eau qu'on a utilisée pour pouvoir le faire. Si on va trouver le sang humain jusqu'à le faire, là, on a tué toute la population. Vraiment, alors, vraiment. Je pense que... Seulement, qu'est-ce qui se passait? Ils avaient la force surnaturelle qu'ils utilisaient. Un peu de pâte comme ça, ils pouvaient le transformer en une grande valeur, hauteur, d'épaisseur, de volume. Ils peuvent le faire. Quand quelqu'un, je te l'avais dit hier, il y a certaines règles, il y a certaines barrières que le roi Gokoli a mis pour pouvoir gouverner son royaume. Quand tu surpasses, on te tue. On te tue. Et dans le temps là aussi, si tu es étranger, pas malheur, tu passais. Je te l'avais dit hier, vous êtes là pour la méchanceté. Vous allez voir que le mur va se rehausser de hauteur. D'une hauteur vraiment que toi-même tu ne pourras pas imaginer. Mais tu vas trouver une petite porte. Gare à toi, si tu rentres, tu ne vas plus sortir. Le mur va te prendre comme ça. Et tu es parti. C'est ce qui a fait que les gens
Parle aussi du sang. Que le sang, voilà. on a tué. Un périmètre de 15 km de ce pâte-là, de ce mur, d'une valeur d'une épaisseur de 3 mètres d'épaisseur et 5-7 mètres de hauteur avec le sang humain. Il faut imaginer combien de personnes on peut tuer. La population était combien dans le temps? Donc ça. La réponse est oui et non, et vous avez compris pourquoi c'est le vraiment, oui. Il y avait eu le sang, le sang humain. Dans le temps, tout ce que nos grands-papas faisaient avec des forces vraiment importantes, il faut toujours le sang humain. Dans le temps là aussi, quand un roi meurt, on l'enterre avec une personne vivante. Des fois même, toute sa famille, il emporte ça. Il ne veut plus laisser quelque chose derrière. Vous le voyez. Mais ça ne veut pas dire que ce grand muraille-là, on va le faire avec du sang. Non. D'ailleurs, quand le sang sort, en même temps, ça se coagule. Ça devient du caillou. Est-ce qu'on peut l'utiliser jusqu'à faire ça? Non, effectivement. Voilà. Donc je pense que des fois, ça voilà. Alors, voilà, c'est vrai que alors malheureusement aujourd'hui beaucoup de gens vont apprendre l'histoire dans les livres, mais comme vous me l'avez dit vous-même, l'histoire en Afrique se transmet de façon orale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues en route parce qu'on n'écrivait pas à l'époque, on se parlait. Alors, Femme Bleue, je pense que tu as une question. Oui. Marie-Agnès, bonjour, j'ai une question. Je ne reste pas longtemps. Oui, alors vas-y. Tu disais tout à l'heure que le musée était laissé à l'abandon. Et je voulais savoir, est-ce que le monsieur ne pourrait pas, avec les personnes qui sont en train d'entretenir parce qu'au fait, c'est un patrimoine culturel, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'organiser en association et demander des subventions de l'État pour continuer à entretenir? Est-ce qu'ils ont déjà essayé ces solutions-là pour continuer à entretenir? Oui, on a plusieurs fois essayé. Le roi Gokol qui est maintenant, Gokol 4, l'a fait, l'a plusieurs fois tenté, mais ça n'a pas réussi. Mais c'est un fils du terroir qui s'est donné volontiers maintenant pour nous aider à le reconstruire. Vraiment. On va même commencer peut-être d'ici 3 mois ou 4 mois plus tard. On va commencer ça quand même avant à Bouboza prochaine. Donc, il faudrait que les gens commencent à venir. Commence à venir nous aider. Venir visiter. Que tout le monde, tous les bébés arrivent avec leurs pierres pour pouvoir contribuer à l'évolution de ce sanctuaire qui a été toujours abandonné. Voilà. D'accord. Voudrais... Merci beaucoup, Marie-Agnès. Marie-Agnès, je voudrais dire quelque chose par là. C'est un patrimoine qui dépasse la dimension unique des évêques. Marie-Agnès m'a donné la parole. Déjà, l'autre, il a pris la parole comme ça sur moi. Et maintenant, tu prends aussi, papa. Bonjour, ma belle. Merci. Bonjour. Otep, Alafia et paix et amour sur le peuple conscient. Ma question est celle-ci parce que du coup, je veux un peu revenir sur la vente, si tu permets, ma soeur, sur la vente d'esclaves, en fait. Et je voulais que le monsieur nous raconte un petit peu comment ça se passait et surtout quel était le contexte en fait des ventes d'esclaves dans son royaume ou dans les royaumes d'à côté, s'il te plaît. Alors dans son royaume, il n'y a pas eu de vente d'esclaves. Mais alors elle je l'avais dit que ça, il n'y a pas eu de vente d'esclaves chez nous ici. En pays élevé, il n'y a pas eu de la vente d'esclaves. Mais ce qu'on a appris de ceux qui le faisaient, ceux qui l'avaient fait, il y avait toujours des têtus dans le temps là. Ceux qui n'obéissaient pas les rois. Même dans les familles, si tu n'obéis pas ton papa, il va te vendre. C'est ça. Donc ils n'étaient pas obligés, ils n'étaient pas contraints par les Blancs de vendre. Non, c'était pas obligé. C'était pas obligé. Mais encore, si tu passes la nuit, tu fais le voyage dans la nuit, seul, et que tu rencontres des étrangers, ils peuvent te prendre. Ils peuvent te capturer. Et te vendre, voilà. Oui. Mais les rois qui vendaient... Sinon, c'était pas forcé de vendre les gens comme on l'avait entendu. Ok. Donc, ça veut dire que les rois qui vendaient, c'était vraiment des gens qui étaient têtus ou des ennemis ou des fois... Aujourd'hui même, vous
constater qu'il y a toujours des voyous. Dans le temps là, ils étaient... Vous pouvez me donner le royaume, s'il vous plaît? Le royaume des Hébreux. Où ils vendaient les esclaves. Je suis en train de noter en même temps tout ce que vous êtes en train de dire. Parce que moi aussi, j'ai des contacts au Bénin. Voilà, j'ai des contacts au Bénin et comme ça, je peux me renseigner. Parce qu'il y a un roi aussi, un roi Yoruba. Je l'ai envoyé un partage. J'espère que il va venir. Ce serait super intéressant d'avoir 2 rois parmi nous. Mais du coup, ma question est, est-ce que vous pouvez me donner les noms je sais pas si c'est royaumes qu'on dit, mais les noms des royaumes du coup qui pratiquaient ce genre de vente d'esclaves ou le nom des peuples où on pouvait trouver des papas qui vendaient leurs enfants qui étaient désobéissants, etc. S'il vous plaît. Je ne maîtrise pas trop ce dossier, parce que je ne connais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais est-ce que je sais que le peuple élevé, gouverné par le roi Gokoli, lui n'avait pas effectué cette vente-là. C'est ce que je sais. Mais je sais qu'à partir Africa Monsieur, si tu ouvres ton micro, on n'entend pas ce que le monsieur dit, papa. Alors, il vient de te dire que le roi Agokol ne le faisait pas, mais il sait que le roi Emepe, qui avait signé ce traité, voilà, là-bas, il vendait... le roi Moulapa. Voilà, lui, il faisait... Il vient de Togoville. Voilà, lui, il vient de Togoville, et cette pratique, lui, il la faisait. Togoville. Voilà. C'est eux qui avaient commercialisé cette vente. C'est eux qui avaient commercialisé cette vente. Voilà. Moulapa. D'accord. Et c'était dans quel contexte, du coup, le roi Moulapa qui vient de Togoville? Du coup, c'était quoi Désolée, hein, j'aime bien poser des questions parce que c'est un sujet qui est plutôt sensible. Et du coup, quand je vais pouvoir poser des questions, au moins, j'ai des petites informations. C'est pour ça que il nous l'a déjà dit. Il a dit que souvent, il vendait les gens têtus, les gens qui n'obéissaient pas. Voilà. Donc, il vendait des gens qui pouvaient poser un problème selon lui à son règne ou à sa population. Femme bleue, si tu me permets, j'ai des questions pour éclaircir davantage aussi. Femme bleue, s'il te plaît. Alors, s'il vous plaît, les amis, j'aimerais quand même qu'on ne parle pas seulement de l'esclavagisme parce qu'il y a une histoire et le but ici, c'est d'apprendre d'où vient le peuple hébé. Ne nous concentrons pas seulement sur l'esclavagisme. Il nous parle, voilà. Voilà. Ça serait dommage, on n'est pas revenu faire l'histoire de l'esclavagisme. Nous sommes venus vraiment découvrir aussi l'histoire du peuple hébé et d'où ils viennent. Quelles sont leurs traditions? Parce que c'est de ça qu'on parle aussi. C'est par rapport à tout cela que moi, je voudrais me poser une question. Ok, allez-y. Alors, je voudrais... Alors, Afrique, monsieur, il veut savoir qui tu es. Il veut savoir moi, je suis d'Aklakou. Je suis fond d'Aklakou, mais moi, je vis à Lomé actuellement. Voilà. Il connaît bien là-bas. Ok, alors vas-y. D'accord. Maintenant, ma question, hein, je pense que c'est le chef. Donc, c'est Togbi, ça. Togbi Agokoli. Je pense que c'est lui qui répond. Alors, Togbi, en fait, je voudrais... Non, c'est pas Agokoli. C'est pas Agokoli qui répond. D'accord, ok. Pardon? D'accord. Voici ma question. Monsieur, Madame Marie-Agnès, vous avez posé une question et il a répondu. Je sais que l'ère culturelle à Diatado, parce que là, nous sommes en train de parler donc de l'ère culturelle à Diatado, il y a une hiérarchisation dans la chefferie, vous comprenez? Et donc, il a parlé tout de suite du roi Mlapa. En termes d'hiérarchie, quel est la position, l'ordre entre le roi Mlapa de Togoville et le Togbi Agokoli, parce que je pense que Togbi Agokoli est le plus grand de tous les rois de l'ère culturelle à Diatado dans le temps. Et Togbi Mlapa est un roi subordonné
à Togui Agokoli. Et donc, quel est le rapport? Comment ils fonctionnaient entre eux? Parce que je sais que le respect de l'hiérarchie, c'est que le petit roi a toujours rencontre au grand roi avant de prendre une décision. Il va consulter le grand roi et c'est le grand roi qui lui donne les ordres. Maintenant, quel était le rapport entre le roi Mlapa et le grand Togui Agokoli? Ça, c'est ma première question pour pouvoir essayer de comprendre l'ordre, l'organisation administrative. Comment il a pris l'initiative, en fait, de signer ce traité sans l'accord du roi? Sans le grand roi, le grand roi. Voilà. Pourquoi Messi, il l'a voilà fait la et question. quelle a été la réaction du roi Grand roi. du Voilà, grand roi Agokoli? voilà. Dans le temps, je vous l'avais dit hier, que dans le temps, d'ailleurs même ils ne se connaissaient pas. Hein. Le temps passé là, il n'y avait pas les moyens de déplacement. C'est les soldats, après avoir vaincu cette population, ils viennent vous dire que le roi ne sort pas de sa chambre. Le roi, lui, ne sort pas. Les petits rois là ne connaissaient même pas le roi Agokoli. Agokoli ici n'a jamais mis pied à Klakou ou bien Togoville. Et ce roi de Togoville, appelé Mlapa aussi, régnait sur son territoire, bien sûr qu'Agokoli est le supérieur. Mais quand les Européens étaient là, ils n'avaient pas l'obligation de venir parce qu'il a trahi la population. Quand on parle de la trahison, on n'a pas besoin de la consultation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que lui sait même qu'il y a une partie au nord qui fait partie de ce Togo-là? Il est aussi dans son royaume, dans sa chefferie, dans son palais. Et tout ce qu'on venait lui dire, c'est ce que lui aussi, il traitait. Quand les Européens étaient arrivés, on les a demandé la population qui était autour de cette côte-là, quel est le roi qui est à côté? Ils l'ont emmené chez Mlapa. Après leur discussion, nous, la population de Noché, Agokoli aussi, ne savait pas qu'il y a quelque chose qui se passait à la côte. C'est ce qui fait que lorsqu'Agokoli l'a appris, on va dire qu'Agokoli est mauvais. Agokoli est méchant. Agokoli a fait comme ça aux gens. C'est des manières là que ils avaient gouverné cet territoire avant l'arrivée des Européens. Donc chacun était dans son petit royaume, même s'ils savaient qu'ils avaient un grand roi. Je peux ajouter que le frère d'Akakou qui vient d'arriver, lui peut venir à Notiens. Toi, tu peux arriver à Notiens pour se ressourcer. Je suis très intéressé, Marie-Agnès, comme tu es à Lomé au Togo, on va faire beaucoup de choses ensemble en même temps avant que je ne parte. Marie-Agnès, pour leur donner des informations. Marie-Agnès, je vais te laisser. J'avais coupé mon live justement par rapport à ce que tu étais venu nous dire sur le live. Donc, je voulais avoir des réponses. Du coup, j'ai eu mes réponses. Donc, je vais retourner dans ma tanière. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Femme Bleue. Alors, on va essayer parce que le roi va devoir s'en aller. Il ne peut pas passer son temps avec nous. Donc, vous disiez que vous allez... Je vais vous laisser le numéro du prince Agokoli, 4 présents. Il est à Lomé. C'est l'ex-ministre Abdoli. Je vais vous laisser son numéro. Vous pouvez rencontrer à Lomé tous ceux qui sont à Lomé. D'accord. Et avoir plus d'informations. Plus d'informations. S'il faut, il va vous donner sur le numéro du guide. Je ne suis pas le guide. Je vous ai accompagné. Je n'ai même pas l'habitude de le faire parce que vous étiez là, très loin, hier chez moi. Je suis dans l'obligation de venir vous montrer aussi ce que j'ai fait. Merci. Je n'ai pas peu de temps. Oui. Alors, le guide qui va pouvoir... Merci beaucoup. Il n'est pas ici. Okay. Alors, bon, après, je peux me déplacer. Alors, on va laisser juste Maui poser sa question. Monsieur, je suis désolée. Marie-Agnès, oui? Bonjour. Oui? Moi, en fait, c'est pour te dire que je suis togolais. Je reste souvent en live avec toi chez Tania. Je suis revenu à Lomé il y a 2 jours et j'ai appris que tu es à Lomé. C'est l'occasion pour moi de te rencontrer. C'est pour ça que je suis rentré en live. Je vais essayer. Alors, j'ai quitté Lomé là. Je suis en train de continuer mon voyage. Donc, mais je vais essayer. Alors, Tovia, est-ce que tu as une question? Merci. Oui, bonjour.
Bonjour. Je suis togolais, je réside aux États-Unis. Je suis tombé sur ta vidéo, j'ai aimé. Hmm, Et j'ai vu que tu étais en live. Je suis rentré dans le live. Là, j'ai entendu des gens parler de l'histoire du Togo hmm. euh, sans trop comprendre l'état d'esprit ni ce qui avait poussé les Togolais ou bien les Allemands à signer le traité de protectorat avec le roi Mlapa. J'ai lu un livre dessus, je voulais juste intervenir sur la question, mais si ça vous intéresse, je vais juste résumer en deux, trois phrases ce qui s'était passé. Hmm. Et ce que j'avais lu dans le livre, c'était un livre écrit par Yves Marguera. J'oublie un peu le titre puisque j'ai lu beaucoup de ses livres, mais si je m'en rappelle, je vais vous le dire. Au fait, il y Hmm. avait ce conflit entre euh, quand les Allemands étaient venus au Togo, il y avait déjà euh, les Britanniques sur la Gold Coast du côté ouest. Et il y avait déjà des Français sur la côte est. Hmm. Et l'histoire avait commencé avec la prise de Quetta par les Anglais. C'est une autre histoire. Non. Puis, puisque Tout ça, Quetta le roi, était... Je viens de le Non, il dire. vient de nous non. le dire. Il nous a dit tout ça tout de suite. Ah, ok. Donc j'avais pas pris le truc là. Mais la raison pour laquelle le traité de protectorat avait été signé par le roi Mlapa, c'était parce que les Anglais menaçaient le territoire et il y avait cette, cette lutte entre les Adigos et les Lawson, cette lutte de pouvoir entre les Adigos et les Lawson. Il vous en a parlé aussi? Donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est que ce traité a été signé, il n'y avait aucun intérêt financier, ça a été fait de Non, façon non, juste avant. il y avait un intérêt financier quand il y avait des Alors, vous savez, factoreries ici, allemandes. il n'est pas question. Le roi n'a jamais dit que, il l'a dit, il n'a jamais dit que ça a été fait par méchanceté. Il a dit qu'il y a eu des gens qui se sont laissés corrompre. Et ce roi fait partie des rois qui se sont laissés corrompre par les Blancs. Parce que j'ai l'impression aussi, les amis, et je trouve ça dommage, parce que quand nous avons la chance de pouvoir avoir des gens qui nous racontent l'histoire qui leur a été transmise eux-mêmes de génération en génération, c'est pas une histoire qu'il a appris à l'école, c'est une histoire avec laquelle il a vécu depuis son enfance. C'est des Oui. légendes qui ont été Bien sûr, bien sûr. transmises de génération en génération. Après, chacun de nous va prendre juste ce qu'il faut. Ici, le but, c'est pas de se contredire. Lui, il nous a Je sais. raconté En fait, l'histoire. Voilà. Parce que j'ai c'est pour l'impression qu'ici, on est en apporter. train de dire oui, mais ici, il a accepté les Blancs, c'est parce qu'il voulait rendre service, c'est parce qu'il a été contraint. Lui, il vous raconte l'histoire selon la tradition africaine, c'est-à-dire celle qui a été dit oralement. Après, il me l'a dit hier lui-même que malheureusement, le peuple évé vient d'Égypte. Ils ont voyagé et il y a des gens qui sont restés en route parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient trop faibles et ils ont créé d'autres royaumes. C'est pour ça qu'on les retrouve au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu partout. Donc, et qu'ils sont venus jusqu'à Notier. Donc, il vous raconte l'histoire selon comment lui-même il a été transmis. La transmission est orale et c'est pour ça qu'on n'a pas les écrits. Donc, après, vous pouvez aller faire des recherches. Alors, ces gens qui ont fait des recherches, qui ont écrit des livres, c'est vrai aussi. Mais moi, j'estime quand même que quand je viens à la source, je ne suis pas là pour remettre en question telle histoire ou telle histoire. Il y a toujours de la contradiction. Voilà. Avec les livres écrits là. Parce qu'il y a des informations. Quand ils arrivent au pays, chez nous, nous, on n'accepte pas ce qu'ils disent. Ça veut dire que ce qu'ils ont écrit n'a pas toujours été la réalité. C'est pas votre réalité. Pas notre réalité. Oui. Je peux aussi. Celui qui vient de l'écrire, Voilà. il est inconnu. Peut-être qu'il n'est pas connu. On l'a appris. Ou bien certains qui arrivent, mais il n'a pas trouvé la bonne personne pour pouvoir l'expliquer. Alors, ce qu'on lui a dit, c'est de la fausseté ou bien il y a un peu de tradition. Où il y a une mauvaise traduction. Il y a ça aussi qui arrive souvent. Dans le temps, voilà. le roi peut dire, exemple, Notien, le nom c'est Mouin Chi.
Le nom, c'est Mouechi. C'est un exemple palpable. Mouechi. Le roi qui était arrivé, il s'appelait Moué. Et Chi, ce qui veut dire est resté. Il ne veut plus aller ailleurs qu'ici. Ailleurs, oui, oui. Mouechi. Il a accepté de rester ici. C'est ici que ce chef a resté. Mouechi. Le nom de Notien, c'est ça. Mouechi. Quand il écrivait dans le temps, il avait écrit Nuyaja. Il faut comprendre déjà ce qu'ils ont écrit, Nuyaja. Ils l'ont écrit autrement. À l'arrivée des Français, ils l'ont encore réécrit non, tiens. Donc ça veut dire que le nom d'origine a changé. Le nom même déjà se change en écriture dans le livre. Mais quand vous appelez un Notien, on vous dit que c'est Notien. On ne dit pas Notien, on dit Notien. L'écriture même, le mot, la lettre Ngo, la lettre Ngo là, ne se trouve pas dans leur dans leur langue, dans leur alphabet. Vous allez m'excuser, je vais devoir quitter le live. C'était juste une petite intervention pour apporter un petit éclaircissement. Voilà, il faut que, puisque le jour s'est levé ici, il faut que j'aille au boulot. Passez une bonne journée. J'ai vraiment apprécié ce que merci. Marie-Agnès. Et allez, bonne journée. Je vais vous suivre dans la voiture, je vais vous suivre en allant, mais je ne pourrai pas toujours parler au téléphone quand je serai dans la voiture pour aller au boulot. Ok, merci. Je vais vous envoyer une question, Marie-Agnès. Est-ce que tu vas encore revenir à Lomé ou tu continues la route vers l'intérieur? Je répondrai à cette question un peu plus tard, si tu es d'accord. Am, bonjour. Alors, Am, je te prends exceptionnellement parce que je sais que toi, tu es un grand historien. Aujourd'hui, je suis à Notier. J'imagine que tu as une question. Akpe kakalo au fond. Ma soeur, je suis jaloux. Moi, je suis dans le froid ici. Toi, tu es parti chez moi sans crier gare. Oui. En tout cas, je suis content de vous écouter. Bah, nous sommes avec toi en esprit. C'est magnifique. Donc, la question qui était posée ici, j'ai écouté pas mal de personnes qui ont dit, parce que nul ne peut connaître l'histoire que quelqu'un qui parle la langue civilisationnelle de ces personnes-là. Et là, je suis un élève par rapport à ce monsieur qui s'exprimait tout à l'heure, quand il disait que Notier, par exemple, moi j'ai toujours dit Notier, Palimé, Atakpame. Là, ils n'ont pas pu trop changer, mais quand tu entends un Ewe qui parle, et la prononciation, elle est différenciée parce qu'il y a eu la malinterprétation linguistique en français pour écrire le nom de nos villes. C'est comme Dakar, tu vois, Dakar au Sénégal, c'est Dakarou, tu vois. Mais bon, on n'est pas là. Vous m'entendez? Oui. Alors, il disait même la culture des noms de famille. Alors, bien sûr, tout a été alterné. Quand tu entends les peuples même parlent d'eux-mêmes, ils ne parlent pas de cette manière-là. Ça, il faut. Donc, en fait, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que les histoires écrites ne sont pas toujours vraies parce qu'ils ne transmettent pas forcément ce qui a été dit à l'origine. Il va être changé. Il y aura des choses qui vont être changées. Donc, c'est vrai que, voilà, lui, il nous raconte l'histoire que lui, il a eu de son grand-père, qu'il a eu de son grand-père sur des générations. Donc, après, vous pouvez venir dire, oui, c'est pas vrai, oui, c'est. Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est pour cela que j'ai commencé par dire que personne ne peut connaître l'histoire que quelqu'un qui parle la langue civilisationnelle, la manière dont les gens s'expriment chez eux. L'autre avait donné tout à l'heure l'exemple du fait qu'il y a eu des malinterprétations au niveau des écrits. Donc, pour un étranger qui est hors de ce milieu linguistique, il peut entendre et écrire comme il l'entend. C'est ainsi que les Français, les Allemands et autres, ils ont écrit. Maintenant, la question qui t'est posée concernant... désolé, je suis à côté d'un chantier là. Alors, la question concernant l'origine des peuples Ewe ou Ewe, ça nous amène jusqu'au royaume. Les derniers déplacements de ces peuples-là nous amènent en royaume Yoruba. Ils venaient d'un endroit qu'ils appelaient eux-mêmes la place de Dieu, c'est-à-dire ils appelaient ça Ayo ou Kotu. C'est ce que moi j'ai appris.
Je ne sais pas s'il y a des EVPhones ici qui peuvent nous expliquer exactement si je sais. Comment? Il dit que ça, c'est au Nigeria. Oui, tout à fait. C'est au Nigeria actuellement. Effectivement, mais ça ne quitte pas que là. Maintenant, il nous a expliqué que le peuple Évé vient de l'Égypte. Donc, ils ont quitté l'Égypte et ils ont migré vers ici. Et ils se sont arrêtés non, donc, sur la route. Alors, écoutez, ce que je suis en train de dire, en fait, je ne suis pas en train de le contribuer. Je suis juste en train d'augmenter par rapport à ma petite connaissance. D'accord. Quand tu dis c'est au Nigeria, là, quand on parle de l'histoire des peuples africains, évitez de dire les noms des pays, parce que ces pays-là, comme Togo, ça ne veut rien dire pour les EV, parce que Togo veut dire Togodo, ça veut dire je traverse le fleuve pour aller de l'autre côté. Vous comprenez? Oui. Que les Occidentaux ont écrit Togo. Alors, quand les peuples EV même eux parlent entre eux, ils ne considèrent pas les pays. Ils se réfèrent à leur royaume, à leur origine, c'est-à-dire là où ils ont la mémoire encore de leurs ancêtres, d'où ils ont quitté. Comme moi, je peux dire je viens de tel village. À partir de là, même si je vis à l'océan Pacifique, et c'est ça là qui va être mon identité, ma boussole de, comment on appelle ça? Ils parlent de leur boussole, là où ils viennent. Donc quand je dis Koto ou Ayo, actuellement, c'est des endroits qu'on peut trouver jusqu'à le royaume de Ifè, qui est un royaume Yoruba. Donc c'est pour vous dire que avant qu'on parle du fait qu'on n'est pas venu séparément de l'Égypte en réalité, c'est des groupes des individus qui ont immigré, donc, et qui ont vécu les gens avec les autres. Ça veut dire que avant que les territoires soient appelés Volta région, la région de Volta, ou bien le Togo, ces peuples-là avaient traversé des péripéties à travers des royaumes. En réalité, les Ewe sont du même clan que les Akans. Les Akans, comme les Tui, comment on appelle ça, au Ghana actuel, ils ont les mêmes terminologies linguistiques. Il est très facile pour il est très facile pour un Tui de parler Ewe, il est très facile pour un Ewe de parler Tui, parce que c'est comme les Européens, ils ont le latin. Eux aussi, ils ont leur, comment on appelle ça, leur origine linguistique. Ça, il nous a expliqué hier. Alors, hier, il nous a expliqué tout ce que tu es en train de nous expliquer. Effectivement, il a dit exactement la même chose hier. Il nous a expliqué que ils sont venus, un grand groupe est venu d'Égypte et ils ont migré ensemble. Ils sont partis en exode et après, ils se sont un peu éparpillés. Donc, il nous a expliqué exactement les mêmes choses que tu as dit. Donc, je vais essayer de télécharger ce live pour les gens puissent aussi en profiter parce que les connaissances que tu es en train de nous dire, c'est exactement tout ce que nous avons expliqué hier. Alors, je vais prendre une dernière question de Ed avant de partir parce que je ne peux pas le retenir plus longtemps et je vais essayer de voir le prochain. Ed, est-ce que tu as une question? Bonjour. Bon, ce n'est pas une question, mais bon. Marie, merci beaucoup pour ce que tu es en train de faire. Je suis togolais, je vis à Lomé et je suis Évé. Mais merci de me montrer mon histoire. Et juste pour appuyer ce que le monsieur qui vient de descendre a dit, bien sûr, nous descendons, les Évé ont migré de l'Égypte et sur leur route, ils sont restés à Oyo, au Nigeria. Et c'est toujours dans la migration, ils ont quitté Oyo, qui est dans l'actuel Nigeria, pour venir se retrouver dans l'actuel Togo et d'autres sont restés actuellement au Nigeria et d'autres ont toujours migré et ils se retrouvent actuellement au Ghana, dans l'actuel Ghana. Juste pour prouver que oui, la migration s'est vraiment faite et on peut retrouver des EV actuellement aussi au Nigeria et d'autres parce que avant il n'y avait pas les frontières, du coup on ne va parler que du peuple ou bien des EV. Et on peut trouver des EV actuellement au Nigeria et d'autres qui sont restés au Bénin. Et nous sommes au Togo actuellement et d'autres qui sont restés dans l'actuel Ghana aussi.
Juste pour vous dire que le peuple Ewe, c'est un grand peuple. Et au cours de la migration, il y a d'autres qui sont restés sur le chemin et d'autres qui ont continué à se retrouver ici aujourd'hui. Alors, C'est tout ce que je peux effectivement, ajouter. merci beaucoup. Alors, avant de vous laisser, avant de nous quitter, est-ce que je peux vous demander la permission de Jean, juste de vous voir 2 secondes pour savoir à qui ils ont parlé, en tout cas qui leur a raconté l'histoire. Ok. Alors, les amis, ouvrez bien les yeux parce que ça va durer juste un petit moment. Alors, Togbe Komeja, voilà. le chef Komeja. Voilà. Donc, la descendance du roi Komeja qui était là au moment de l'arrivée des Occidentaux. Oui. Voilà. Sa descendance. Voilà. Donc maintenant, vous savez qui nous a raconté l'histoire. Je vais retourner l'appareil vers moi. Je vous fais à tous un gros bisou. Je vous demande de mettre la cloche de notification parce qu'il va me donner le numéro de quelqu'un qui va pouvoir me raconter l'histoire mieux encore parce que c'est son boulot de transmettre. Donc nous allons continuer à apprendre l'histoire du peuple togolais et après nous allons rentrer dans le Bénin où nous allons continuer cette aventure, les amis. S'il vous plaît, partagez et il est temps que vous veniez visiter ce sanctuaire parce que si vous ne venez pas, l'histoire va mourir. Je trouve triste de venir juste pendant les cérémonies alors que vous pouvez ramener vos enfants, que vous soyez au Togo, en Afrique ou partout dans le monde, qu'ils viennent apprendre. Moi, je suis sénégalaise, je ne viens pas du peuple Ewe et pourtant c'est aussi mon histoire. Voilà. Et voilà. Donc, je ne viens pas du peuple Ebe et pourtant... Le peuple Ewe. Ewe, voilà. Je ne viens pas du peuple Ewe et pourtant, je viens connaître son histoire parce que votre histoire, c'est la mienne et la mienne, c'est la vôtre. Donc, peu importe d'où vous venez, l'Afrique reste l'Afrique. Nous sommes tous des frères et sœurs et il est important que nous puissions, nous tous, par solidarité et par transmission parce que sinon, s'il n'y a plus personne qui écoute, bah, l'histoire va mourir parce qu'en Afrique, c'est comme ça qu'on apprend les traditions. Elles sont orales. Vous pouvez lire 10 000 livres. Ça ne changera jamais rien au fait que cette personne qui est là, qui a écouté l'histoire de son grand-père, qui lui a raconté l'histoire de son grand-père, il pourra toujours vous donner de meilleurs renseignements. À venir contribuer voilà. à la construction. Voilà, donc vous avez entendu ça. Alors, est-ce qu'il y a un site internet ou quelqu'un qu'ils peuvent contacter si des gens veulent envoyer des dons ou aider? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que je pourrais donner à des gens? Voilà. Alors, je vais vous mettre ça sur ma page TikTok. Je vais vous mettre les renseignements pour vous qui voulez aider pour qu'on restaure ce sanctuaire. Bah, voilà, je vais vous faire une vidéo où je vais vous donner tous ces renseignements. Les amis, faites-le pour vos enfants, vos petits-enfants, afin que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans, qu'on parle encore de nous d'aujourd'hui. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout à l'heure. Merci, merci à tous.